Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois, premier épisode où je vais faire une interview dans le cadre de la chaîne du média que je lance officiellement aujourd'hui avec la présentation d'un entrepreneur du Nouveau Monde. Donc, le média, c'est les entrepreneurs du Nouveau Monde. Pourquoi ce média? Ce média, en fait, je le lance parce que je l'ai eu en vision. Et aujourd'hui, on est à l'aube d'une ère nouvelle où les entrepreneurs du Nouveau Monde vont avoir un rôle spécial à jouer dans l'évolution de notre société. Et donc, ce média, en fait, il va permettre à la fois de transmettre cette vision, mais aussi d'interviewer des acteurs, des entrepreneurs de ce nouveau monde. Mais aussi, il y aura tout un tas d'autres choses, des conférences, des débats. L'idée, c'est vraiment de promouvoir cette vision de l'entrepreneuriat du nouveau monde. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir Jean-Christophe Mini, qui m'a fait l'honneur d'accepter cette invitation, qui incarne un entrepreneur du nouveau monde, mais pas que. Voilà, donc on va passer un moment ensemble où il va avoir l'occasion de nous décrire son parcours, sa vision, ce qu'il est aujourd'hui et ce pourquoi il s'est incarné dans cette vie-ci. Donc, merci déjà, Jean-Christophe, d'être présent là et de me faire l'honneur de pouvoir t'interviewer. Merci à toi, Sébastien. Bonjour à toutes et à toutes et à tous. Bonjour, Sébastien, parce que j'en profite aussi pour te saluer. Merci pour cette invitation très chaleureuse et auquel j'ai répondu avec grand plaisir. Effectivement, on est, je dirais même pas à l'aube d'un énorme changement, on est dans le changement. Nous sommes tous et toutes co-créateurs de ce changement. On a beaucoup tendance à vouloir chercher à l'extérieur de nous un sauveur, quelqu'un qui va transformer le monde tel qu'on l'a connu jusque-là vers quelque chose de meilleur, alors que on est amené chacun, chacune, à faire ce changement en nous et à co-créer ce changement. Alors, c'est Alors, effectivement ce que l'on vit vraiment maintenant, mm, euh, et, euh, et on est dans une période extraordinaire pour le faire. Chacun peut amener à sa manière, avec qui il est, quelque chose d'extraordinaire pour le monde. mm. Alors, on va rentrer dans... Effectivement, tu commences déjà à nous partager ta vision. On rentre directement dans le vif du sujet. Avant de développer cette partie, ce que je te propose, c'est que bah, tu nous dises déjà bah, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui t'a amené là, mais de nous partager un peu ton cheminement. Est-ce qu'il y a eu un élément qui a été déclencheur ou quel est ton parcours justement pour arriver jusqu'à aujourd'hui et la vision que tu as envie de nous partager? Oui, avec grand plaisir. Alors, on va faire une présentation un peu traditionnelle, hein. Mon bagage, moi, je suis une formation scientifique et technique avec une école d'ingénieur, un doctorat en mécanique et ingénierie. Spécialisé en matériaux composites. J'ai d'abord travaillé une vingtaine d'années dans le milieu industriel, d'abord aéronautique, avec chez un fournisseur de matériaux composites qui travaille avec les grands avionneurs. Et j'ai travaillé dans le monde recherche-développement, qualification de matériaux, et support technique également auprès des clients, avant d'aller vers le sport et loisirs, rêve d'enfant. Je rêvais de fabriquer des skis, de concevoir et fabriquer des skis étant gamin. Mais je suis allé non pas fabriquer, concevoir des skis, mais des roues de vélo. Et enfin, pour le même groupe que l'entreprise pour lequel je rêvais de faire ça. Mais tout ça, en fait, a commencé. Ça, c'est vraiment le parcours, je dirais, universitaire, classique, et puis le début de vie.
Mais finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que d'une part, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas cherché à atteindre ou accomplir un rêve que j'avais depuis toujours, qui était effectivement la conception, réalisation de ski. Mhm. Je me suis auto-bloqué, censuré quelque part un peu là-dedans, puisqu'au moment où, je sortais d'école d'ingénieur, l'entreprise pour laquelle je travaillais licenciait, du personnel. Donc je me suis auto-bridé en disant: «Bah non, ça sert à rien d'aller, postuler ou, essayer d'accomplir ce rêve à ce moment-là». Et donc j'ai commencé dans l'aéronautique et c'est donc j'ai commencé à travailler en 2001. En 2005, j'ai eu un gros choc psychologique qui m'a amené à reconsidérer quelque part la vie différemment, à me poser la question de qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui est important? Quel est le sens? Et ça a été pour moi un véritable déclencheur, le début en fait d'un parcours initiatique vers ma spiritualité. Alors la D'accord. C'est à ce moment-là spiritualité, c'est à ce moment-là que tu pourrais te dire que le chemin justement de cette quête de sens a démarré tout en étant toujours salarié, mais qu'il y avait quelque chose d'autre qui commençait à... exactement, exactement. C'est vraiment pour moi le début de l'aventure dans laquelle je suis, aujourd'hui. Alors effectivement en salarié pendant encore, presque une dizaine d'années, Mhm. mais qui était sûrement et même qui était nécessaire, Mhm. pour mettre en place tout un tas de briques, qui m'ont permis après de faire le changement et puis de démarrer, quelque chose de différent dont je vais vous parler tout de suite. Mhm. Puisque donc à partir de 2005, j'ai reconsidéré ma vie de façon assez importante. Le travail, c'est une chose, la vie personnelle et privée en est une autre et j'ai commencé à remettre de l'équilibre dans tout ça, à travers notamment, la pratique du yoga et cette pratique du yoga, m'a amené à beaucoup de choses. Puis j'ai découvert la philosophie, de la médecine traditionnelle chinoise. Mhm. J'ai, décidé si bien d'ailleurs de me former derrière. Mhm. Déjà pour, à titre personnel, par curiosité, par intérêt. Je me suis formé également au Qigong, Qigong médical, qui était aussi dans la même lignée, mais c'est quelque part la version énergétique du «yoga» entre guillemets, si je caricature assez, simplement les choses. Mais tout ça en fait, ont amené, jusqu'en 2016, fin de ces formations-là et en même temps, l'univers m'a servi, des signes assez forts pour dire que c'était le moment de changer puisque, donc j'ai travaillé dans le sport et loisirs à ce moment-là, route vélo. Je m'occupais d'une équipe, développement produit, industrialisation produit. On sortait une gamme de produits qui marchait très, très bien, sur le marché et au même moment, le groupe décide de racheter une entreprise américaine, qui, faisait la même chose que toute mon équipe et sous aspect de synergie, un tiers de l'effectif, s'est retrouvé supprimé. Donc moi, j'ai pris ça très positivement finalement, je passe tous les détails, hein et Mhm. donc j'ai décidé de partir pour aller me consacrer à quelque chose de différent, qui était, l'accompagnement, de l'humain et à ce moment-là, j'ignorais encore, l'importance que l'entreprise avait malgré tout pour moi, puisque j'ai voulu me concentrer avant tout sur, l'humain et ses problématiques à travers la mise en application des formations de médecine chinoise, de Qigong, Qigong médical et donc ça, c'était, début 2017 que j'ai entamé ce nouveau chapitre de ma vie en tant qu'entrepreneur, Avant qu'on et parle entrepreneur. ouais, avant qu'on parle de l'aspect entrepreneurial et de ce qui s'est passé après, euh, juste, comment ça s'est passé ces 10 ans où tu étais en train de cheminer personnellement et en même temps tu avais toujours cette activité enfin activité, tu étais toujours salarié dans un groupe qui a voilà, qui a un certain nombre de valeurs qu'il respecte ou pas, et ses objectifs quand même qui sont souvent très financiers. Comment tu as vécu cette période de 10 ans où il y avait une partie de toi qui aspirait à plus d'humain, plus de spiritualité, plus d'épanouissement, et cette autre partie de toi qui était dans quelque chose de différent, plus matériel, plus traditionnel en fait. Ouais, alors
J'aurais tendance à dire que pendant longtemps, j'avais pas forcément les mots sur ce que je ressentais et ce que je vivais, Mhm, puisque je me retrouvais de moins en moins dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ce mhm, qui me menait et m'animait, c'était avant tout l'aspect concret du travail que je réalisais. Les contacts humains avec les fournisseurs, les clients, qui ont vraiment amené et maintenu en fait cette dynamique tout du long. d'accord. Mais ce qui a amené des changements forts pour moi, c'est des changements organisationnels au sein de Mhm, l'entreprise et du groupe. On était dans un mode organisationnel assez, je dirais, familial, entre guillemets, où on pouvait librement partager un avis, mhm, même au PDG, à un d'accord. mode très vertical où il fallait passer par une hiérarchie pour quoi que ce soit. D'accord. Euh, Tu donc, arrivais quand même à justement à concilier ce côté humain avec les équipes, tu parlais des fournisseurs, Alors oui, moi j'ai toujours réussi à le faire à titre personnel, déjà au sein de mon équipe, au sein de mes fournisseurs, au sein de mes clients, mais dans la relation. Mhm, Après, là où c'était plus délicat, c'était effectivement dès qu'il s'agissait de faire les entretiens annuels, mhm. fixer des objectifs. Là, c'était déjà beaucoup plus délicat puisqu'il fallait rentrer dans des considérations assez ubuesque, puisque le but derrière, c'était de partager trois clopinettes au En sein d'une équipe. augmentation. Ouais. Voilà, pour les augmentations, déjà, si on parle que de ça, alors que tout le monde mérite quelque part derrière. Dans le mode de management que j'ai toujours eu, c'était vraiment un mode de management participatif où, où le but, c'est que chacun puisse donner, s'exprimer et donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il avait à faire, Donc plutôt c'est déjà que de quelque chose donner qui des te, ordres et tu fais ci, tu fais ça, etc. ouais, c'est déjà quelque chose qui t'animait toi, de manière Ouais, naturelle complètement, quand tu étais salarié en fait. complètement. Mais c'était toujours un moment très inconfortable lorsqu'il s'agissait de faire les entretiens annuels Oui. euh, et Il y a une fixer des forme, objectifs. parce qu'il y a une forme de jugement, d'analyse qui est un Voilà, peu en décalage exactement, avec ta exactement. manière de gérer ton équipe. Ça, je l'ai autant vécu au niveau lorsque j'étais dans l'aéronautique et je l'ai aussi vécu lorsque j'étais en sport et loisirs. Avec une ambiance totalement différente, effectivement, en sport et loisirs, on est dans une Mhm. ambiance entre guillemets beaucoup plus décontractée. Ouais, Malgré le fait que la pression était beaucoup plus forte dans l'aspect sport et loisirs que dans l'aéronautique. parce que plus concurrentiel. Beaucoup plus concurrentiel, un besoin de réactivité très important et le besoin de réagir très très vite dès qu'une nouveauté apparaît. Donc ça a permis déjà de aussi, même si l'environnement était compliqué, de développer des compétences et des facultés à l'époque qui aujourd'hui peuvent toujours te servir en fait. Ouais, totalement, totalement. J'avais notamment mis en place des ancrages à travers la méditation pour m'ancrer en cours des journées lorsque ça commençait à chahuter un peu trop au niveau du travail. Voilà, c'était des petits instants d'activation de ces ancrages pour refaire un ancrage à la terre, un ancrage au ciel et faire retomber la pression, reprendre du recul et repartir. Ce qui d'ailleurs a déconcerté pas mal de personnes dans mon entourage, que ce soit même dans mes responsables, sur cette capacité à être toujours calme et détaché des situations. Ça permettait ça te permettait justement d'avoir une meilleure résistance au stress ou à la pression qui pouvait être forte que ce soit au niveau des équipes, soit au niveau de l'équipe dirigeante, mais Ouais, qui finalement n'avait pas d'emprise ou une emprise minime sur toi au final, quoi. c'est ça, c'est ça. Ce qui déconcertait pas mal de personnes qui essayaient justement d'avoir une certaine emprise de pression, Mhm. alors que non, ils n'y arrivaient pas. Ok, c'était des jeux aussi de manipulation qui pouvaient être utilisés et auquel tu rentrais pas dans ce jeu, enfin, dans ce jeu-là où tu subissais pas justement leur jeu. Tout à fait. Ok, donc c'est une expérience intéressante pour toi en termes de développement de capacité, de compétences techniques, de compétences de management aussi, Totalement. résistance à la pression, puisque
C'est toujours le cas aujourd'hui, voire ça peut être plus le cas encore dans les sociétés, avec des niveaux d'incertitude, des niveaux de pression, de concurrence, des niveaux de réactivité, des problématiques complexes. Tout ça, tu as déjà pu l'expérimenter, le Ouais, vivre, toi, de l'intérieur. ouais. D'autant, je dirais d'autant plus quand j'ai été confronté à, lors de ma dernière expérience dans le monde industriel, dans le sport et loisirs, à un dirigeant qui en fait était très bon dans l'aspect de suivre ce que le groupe demandait en termes d'efforts financiers, Mhm. donc des dividendes, etc. Mais qui derrière, si bien ne prenait pas les risques nécessaires, enfin, risques entre Mhm. guillemets, nécessaires pour permettre à l'entreprise de continuer à se développer, de rayonner et de subsister. Si bien que l'entreprise, lorsque je l'ai quittée, 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, elle était en redressement du judiciaire parce que, bah, tout simplement, le dirigeant, pour répondre à la pression, que lui avait du groupe, de générer du «cash» entre guillemets, bah, il est passé à côté de tout un tas de changements au niveau du secteur, heu, qui ont fait que l'entreprise est passée de plus en plus, de pionnière à ringarde. Mhm. Ouais, donc il y a des virages stratégiques ou des opportunités d'évolution de marché qui n'ont pas forcément été prises par, plutôt ben, justement par manque de pragmatisme ou d'adaptation à une pression financière plutôt qu'à une stratégie industrielle qui potentiellement derrière aurait pu être beaucoup plus intéressante. Voilà, complètement, alors forcément, dans une certaine mesure, au court terme, au détriment de ces fameux dividendes à verser, au niveau du groupe, mais qui derrière auraient permis, à sûrement beaucoup plus à moyen et long terme. Mhm. Donc il n'y avait pas de stratégie de pérennité ou de pérennisation de l'activité en gardant une position sur le marché, mais plutôt une stratégie ou des objectifs court terme. Euh, Voilà, exactement, exactement. c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là par rapport à ce qu'on pourra en dire tout à l'heure. Du coup, tu arrives en quoi, 2016-2017? Voilà, fin 2016, début 2017, donc je quitte l'entreprise, pour, me mettre à mon compte. Mhm, Et c'est là où, déjà je choisis un modèle, économique qui est pas un modèle, d'entreprise en tant que tel, mais plutôt associatif. mhm, Sur cet aspect de, se rémunérer de façon juste, mais pas chercher à faire du profit ou du bénéfice. mhm. Simplement une juste rémunération et après ce qui pourrait être considéré, derrière comme, du bénéfice, l'investir dans des projets, l'investir dans un développement, qui permet, derrière à l'entreprise d'aller plus loin, de grandir et de se développer et rayonner. Ok, c'est vraiment quelque chose de très original, de contre-intuitif. C'est extrêmement rare de décider d'être entrepreneur et de le faire sous un mode associatif. Oui, complètement, Qu'est-ce qui complètement. qu'est-ce qui t'a décidé ou qu'est-ce qui fait que, ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à créer un mode associatif plutôt qu'une entreprise individuelle ou un statut d'indépendant? Pourquoi une Alors association? déjà, d'une part, le projet initial, c'est-à-dire que le projet, c'était vraiment de créer une communauté, notamment là, on parle de communauté de thérapeutes, Mm, de coachs ou de personnes, on va dire, accompagnantes et aidantes pour les personnes, et dans la volonté de laisser la place à chacun, mm, et d'avoir en fait un soutien de développement pour l'individu, mais tout en utilisant finalement la force d'un groupe, mais en gardant l'individualité, et la spécificité de chacun dans son activité propre. D'accord, donc chaque personne de la communauté, thérapeute, coach, du coup, pouvait entrer dans l'association. Voilà, vous pouvez rentrer dans l'association, pouvez bénéficier, de locaux à tarifs intéressants, Mhm, ou pas en fonction de comment vous voulez se positionner. Mais pouvez avoir accès aussi à un certain nombre de services communs, de type, faire appel à des professionnels, dans des secteurs de type, marketing, par exemple, communication, qui sont pas mhm, du tout, le mhm, cœur de métier, de ces professionnels-là, mhm, et donc de se faire accompagner à des tarifs très avantageux, puisque tarif réparti sur l'ensemble des personnes, qui mhm. intègrent le groupe Ouais, une et sorte de qui mutualisation des coûts voilà, répartis sur. mutualisation de ressources, mutualisation de services.
Et puis avoir aussi une visibilité agrandie en utilisant justement cet aspect collaboratif entre chacun. Donc il y avait déjà cet aspect chez toi quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur de le vivre plus au travers d'un groupe, avec la force du groupe, avec tout ce que ça implique effectivement, quand tu es plusieurs, ben, tu peux avoir plus de visibilité. Euh, Là où quand même l'entrepreneuriat en France, c'est quand même plutôt individuel. C'est un peu encore plus il y a quelques années, il y a 2016-2017, où, voilà, où quand on est dans l'accompagnement, on est quand même plutôt positionné comme concurrent, que chacun essaye de faire sa place, mais qu'il n'y a pas forcément, où il y avait en tout cas moins à l'époque, cette recherche de complémentarité ou de se dire, ben, oui, on peut avoir une même clientèle qui peut aller une fois chez l'un, une fois chez l'autre, ou des clientèles très particulières pour chacun. Là où il y a quand même une vision chez les entrepreneurs, globalement, hein, je caricature peut-être, mais où on a plutôt tendance à croire qu'on est concurrents les uns des autres. Oui, alors moi, j'ai jamais considéré en fait cette notion de concurrence, Mm. mais et j'ai tout de suite pu le constater d'ailleurs, l'expérimenter. C'est Mm. qu'une personne vient nous voir pour qui on est avant tout, D'accord. et c'est à travers le lien qui se crée que Mhm. l'échange se fait. Donc elle peut très bien aller voir une personne, en voir une autre, Mhm. mais là où elle va rester entre guillemets le temps d'avancer sur ce qu'elle a à faire, tant que cette relation est là. Puis après, lorsqu'elle arrive aussi à un certain développement, d'elle-même, bah, elle peut aller voir une autre personne qui est plus adaptée, et c'est là toute la force justement, lorsqu'on est dans un groupe, parce que, c'est assez facile de recommander une personne ou une autre, plutôt que de dire: «Ben, débrouillez-vous, je ne sais pas vous dire». Et c'était ça l'idée. Malgré tout, même dans ce domaine-là, il y a aussi beaucoup d'individualisme. Alors moi, je suis pas sur France, je suis sur Suisse, Mhm. mais il y a aussi malgré tout beaucoup d'individualisme, et encore maintenant, en 2024, il y a encore beaucoup cette notion, de peut-être, alors je ne sais pas si le mot concurrent, moi, j'ai jamais considéré comme tel, mais cette notion de concurrence, entre thérapeutes, coachs et autres. Mais moi, ça n'a jamais été ma vision. Ça n'a jamais été ma vision, derrière. On D'accord. a tous notre Mhm. place. Exactement. Et chacun a une place unique. C'est ça. Pour autant, du coup, comment ça fonctionne? Comment ça se lance? Comment ça se développe? Comment tu vis cette expérience en 2017 et les années qui suivent avec l'association que vous avez créée? Alors, ça a été peut-être, assez, enfin, ça a été même pour sûr, très avant-gardiste, Mhm. et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné jusqu'à ce que une ou 2 personnes justement viennent profiter, de ce qui est mis à disposition et copient quelque part le modèle pour, aller le transposer ailleurs, et ça a été en fait, tout pour moi un signe de dire: «OK, laissons cette partie-là de côté, c'est le moment de passer pour Mhm. aller s'orienter sur un modèle, un peu différent, c'est d'aller justement s'intéresser à comment on peut accompagner et transformer les entreprises en elles-mêmes. Puisqu'en même moment, c'est, post-covid, Mhm. éclatement des burn-out, éclatement, du mal-être au travail. Il y a pas une semaine sans qu'on ouvre, un journal, une Mhm. publication, un article qui parle pas de mal-être, de burn-out, de détresse psychologique au Mhm. sein des salariés dans une entreprise, au sein des équipes de management, voire même des dirigeants. Mhm. Et donc, toi, les personnes que tu accompagnes à l'époque, ce sont ces types de personnes que tu accompagnais? Alors, les personnes que j'ai accompagnées à ce moment-là, c'était pas forcément des personnes qui étaient en détresse, ou en burn-out. Mhm. Ça, c'est plus, ma femme dont c'est plus sa spécialité. Mais c'est plus des personnes qui étaient dans un questionnement, donc un peu comme moi j'ai vécu en fait quelques années avant, et qui étaient dans une phase de changement, qui se reconnaissaient plus forcément dans la ville, là où elles étaient à ce moment-là, et qui cherchaient quelque chose d'autre. D'accord, donc Et c'est donc ça ton a toujours été propre des chemin. accompagnements un peu en marge,
par rapport à ça. C'est-à-dire vraiment amener des transformations, des prises de conscience pour amener quelque chose de différent, amener une transformation dans leur vie. Ok. Donc, c'est ton propre cheminement, ton chemin de vie, tes expériences, tes apprentissages que tu utilisais, que tu mettais à profit et au service d'autres personnes, en fait, Voilà, exactement. qui arrivaient sur ce cheminement légèrement en décalage par rapport à toi. Voilà, exactement. Ok. Ça dure jusqu'à quand? Ça dure toujours. J'ai toujours des personnes qui me sollicitent là-dessus et que j'accompagne très volontiers. Même si effectivement, Il y a eu un repositionnement quand depuis, même depuis, ouais, qui est en train de se faire. je dirais depuis fin d'année passée, automne dernier quelque part, entre guillemets, automne 2023, où il y a vraiment un appel à aller beaucoup plus s'orienter au niveau de l'entreprise, Mm, au niveau et même des dirigeants, des entrepreneurs, mm, pour aller amener ce changement directement à la tête de l'entreprise pour que ça puisse découler après sur l'intégralité de l'entreprise. mhm. Mais au départ, c'est tout type de personnes, c'est des salariés, ça peut être des accompagnants, des personnes qui ont lancé leur activité. Ça, c'est au départ, et de plus en plus, comment dire, ça évolue vers des accompagnants ou c'est resté jusque fin d'année dernière de manière très hétérogène, en fait, comme personne que tu accompagnes. Non, alors ça, alors même sans parler de statut, je Mhm. dirais, au sein d'une entreprise ou de professionnel, je dirais ça a été de plus en plus vers cet aspect d'entrepreneuriat, Mhm. mais si ce n'est entrepreneuriat de sa vie. Être D'accord. entrepreneur de sa vie. En fait, il y a cette notion qui est apparue de plus en plus claire, même si je pense que même dans les premiers accompagnements que j'ai pu avoir, il y avait ça derrière, mais qui Mhm. n'était pas forcément aussi visible que maintenant. Il y a vraiment cette notion de découverte de soi, d'entreprendre et d'être responsable de sa vie. D'accord. Donc en fait, c'est pas forcément une typologie de personne, mais c'est plus une typologie de problématique. C'est ça. D'accord. Et donc, depuis fin d'année dernière, début d'année, du coup, il y a une sorte de réorientation, réajustement, où tu te sens appelé justement à accompagner des personnes, certes, qui sont toujours dans cette envie d'être entrepreneur de leur propre vie. Et du coup, ça se manifeste, ou aujourd'hui, ça se concrétise comment? Alors, effectivement, là maintenant, ce qui est apparu de plus en plus clair également, cet appel à accompagner des entrepreneurs, mais je dirais même des dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire qui, derrière, ont la responsabilité d'équipe plus ou moins importante, hein, mais où ils ont vraiment un rôle clé. D'accord. Ils ont, On peut euh, faire la transition avec justement ta vision du rôle de l'entrepreneur, qu'il soit individuel ou l'entrepreneur en tant que dirigeant d'entreprise. ouais, tout à fait. Donc du Tout coup, à tu fait. peux... Pour moi, un entrepreneur, un dirigeant, c'est avant tout un leader, mais un leader de cœur, puisque ça doit passer par qui il est avant tout, et non pas vouloir être dans un carcan du faire et savoir-faire tel qu'on l'a été jusque-là. Quelque part, on est dirigeant, on fait un certain nombre de formations sur comment diriger une entreprise, le business plan, une vision stratégique, et puis on déploie toutes les caractéristiques d'une entreprise et du pilotage d'une entreprise derrière pour la faire prospérer. Et puis on y va. On s'entoure de personnes. Euh, pour moi, la vision d'un leader, d'un dirigeant, c'est avant tout à travers cet aspect de je suis avant tout un être qui a une authenticité, qui a un vécu et derrière qui, à partir de là, va pouvoir développer une vision, va pouvoir exprimer également une direction à suivre
Et c'est vraiment en communiquant, en faisant émaner cela au sein de son entreprise que l'on va avoir des transformations incroyables. Puisque l'on va amener du sens auprès de chaque personne qui travaille au sein de l'entreprise, mais même, je dirais, plus large au niveau de l'écosystème de l'entreprise, que ce soit les fournisseurs, les partenaires, les clients. On va amener une vision de où l'entreprise va et de quel est son but à atteindre. Et si on veut même aller plus loin, c'est un but qui est même au-delà de l'entreprise et du profit, qui est un but à atteindre pour et ou au service, du monde, de l'humanité. Tu parles de leader de cœur, tu parles de l'importance de la personne ou du dirigeant en tant que personne, en tant qu'être. Effectivement, il y a le dirigeant, effectivement, qui a la posture de dirigeant, effectivement, avec toutes ses compétences, mais derrière chaque dirigeant, il y a un être qui est singulier, qui est particulier, euh, et qui a quelque chose d'unique. Du coup, quand tu parles de leader de cœur, c'est quoi? Certes, c'est effectivement, tu nous as, t'as commencé à partager des choses en disant que c'est une personne qui est, voilà, qui est plus authentique, mais tu peux nous en dire plus justement sur pour toi et qu'est-ce qu'est un leader de cœur et comment surtout on devient un leader de cœur. Oui, alors un leader de cœur, c'est, alors il y a différentes facettes, Mhm, où il y a différents aspects. Un leader de cœur, c'est effectivement quelqu'un qui va aller puiser son leadership, donc cette capacité à fédérer et à amener, une équipe ou des équipes, des clients, des fournisseurs autour de lui, à travers, qui il est. Donc, à travers, l'essence même de son être. Donc à partir de son essence, il va pouvoir faire émaner une vision. Une vision, c'est, un but à atteindre et une direction pour atteindre ce but. Ce but, il doit être aussi plus grand que soi. mhm, C'est-à-dire qu'il ne doit pas servir simplement un intérêt personnel, mais il doit bien servir aussi, le monde, mhm, au sens large du terme. Alors, quand on dit le monde, ça doit pas forcément tout le globe, mais ça peut être, tout simplement une mhm, communauté, locale, mhm, si nécessaire. Enfin, encore une fois, il y mhm. a il y a différents, niveaux et quand je dis le monde, c'est avant tout qu'il est au-delà de soi. Il y a le leader de... Ouais, vas-y. Pardon. Donc le leader de cœur, c'est vraiment cette capacité à fédérer et pour vous redonner une image qui pour moi est extrêmement parlante, c'est l'image du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est une personne qui est passionnée et qui est là non pas pour donner des ordres, mais qui est là pour diriger toute une équipe de passionnés, des musiciens, qui, se regroupent autour d'un but ultime à atteindre, une œuvre, qui va émaner, de ce qu'ils vont jouer et qui a pour but, non pas de les satisfaire eux, bien évidemment, mais surtout faire vibrer, bouleverser émotionnellement un public. Et en fait, pour une entreprise, c'est la même chose. Le chef d'orchestre, l'entrepreneur, le dirigeant, il est là pour, donner cette envie que chaque employé, chaque partenaire, chaque fournisseur ait envie de donner le meilleur de lui-même au service de quelque chose de plus grand que l'ensemble. Alors, on se connaît un peu. Je sais qu'une de tes caractéristiques et de tes capacités c'est de reconnecter justement les personnes, les entrepreneurs, les dirigeants, à justement ce truc qui les passionne, ce truc qui les fait vibrer. Et, et quelque part, il y a besoin à la fois que la personne du coup, les trois choses, elles soient connectées à son essence, qu'elle ait une vision et qu'elle puisse la manifester, mais avec cette dimension de je suis connecté à ce qui me fait vibrer en fait. C'est Et, ça, donc, pardon, et donc du coup, il y a cette notion de quand je suis connecté à cette dimension de ce qui me fait vibrer, il y a quelque chose qui se soulève, qui a envie de vivre, et quelque part, tu vas pouvoir nous expliquer, mais c'est ce que tu fais, c'est ce que tu amènes les dirigeants à faire, c'est que une fois qu'ils sont connectés à ce qui les fait vibrer,
eh ben, ils vont être dans un autre niveau vibratoire et il y a quelque chose de d'autre, il y a une sorte de métamorphose, il y a une sorte de switch qui se fait puisqu'on arrive dans quelque chose où on est dans quelque chose de beaucoup plus attractif en fait. Oui, complètement. Alors cette notion de vibration, tu le dis très justement, hein, c'est vraiment, déjà physiquement, ça se présente majoritairement où la base, c'est la zone du bassin, c'est le sacrum. Le Mhm. sacrum, c'est cet outil vibratoire que l'on a en chacun et qui est là pour émaner une vibration. La vibration, c'est beaucoup plus fort que des mots, c'est beaucoup plus fort que Mhm. des intentions. C'est vraiment ce qui émane de chaque être à travers qui il est. Alors nos pensées sont créatrices et c'est important, mais elles sont d'autant plus fortes et impactantes quand elles émanent en fait de cette zone, de ce bas-ventre. C'est-à-dire que Mhm. quelque part, c'est quelque chose qui vraiment dans les tripes. On Mhm. parle de tripes là. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est quand on est connecté là, il y Et a quelque ouais, chose qui est, je sais pas, qui est en ébullition, qui est c'est exactement ça. bouillonne, C'est-à-dire quoi. que quand on le tient, il y a quelque chose qui donne envie d'y aller, qui donne envie de bouger, qui donne envie de se mettre en mouvement et qui en fait jaillit dans tout son être. C'est ça. Et c'est ce que tu dis, ce que tu partages tout à l'heure, c'est de là que part le mouvement, le mouvement des baguettes du chef d'orchestre et que tout se met en musique et tout s'harmonise et que du coup, ben, chaque personne qui est dans l'orchestre va justement trouver sa place, trouver la bonne partition, s'accorder avec Exactement. le partenaire, avec un instrument différent. Enfin, Et je trouve que l'image du chef d'orchestre est d'autant plus parlante, c'est qu'un chef d'orchestre, il va pas être dans le mental de dire: «Attends, il faut que je bouge ma baguette à gauche, à droite mhm, parce que c'est le moment». Non, c'est quelque chose qui vit pleinement, en fait. mhm, C'est parce qu'il est transporté par la musique qui est créée, qui va, aller harmoniser, le son en disant: «Tiens, il faut que tu baisses un petit peu plus par là, tu montes un peu plus là» et ainsi de suite, à travers sa gestuelle et ça se transmet même au-delà du mouvement, en fait, au mhm. sein de l'orchestre. Et en même temps, c'est quelque chose de très intuitif. C'est ça, c'est très, très intuitif. Et dans mes accompagnements, il y a toujours ce retour à ce côté, primaire, Mhm, qui est notre corps, à travers ce ressenti au niveau du corps qui, derrière, permet de redévelopper ce côté intuitif qu'on a tous. mhm. Qui est à la fois intuitif et instinctif, donc Ouais. qui est une sorte d'alchimie entre quelque chose qui nous connecte à plus grand que soi et cette connexion instinctive qui est, que tu disais, plus animale, plus terrestre, plus dans la matérialité, en Mmh. fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment comme, si on prend la philosophie chinoise dit: «L'homme est le lien entre le ciel et la terre» et c'est exactement ça. Mhm, C'est-à-dire qu'on vient alchimiser, on vient transformer, on vient prendre la quintessence, mhm, de cette énergie de la terre qui vient en nous, et cette énergie du ciel qui descend. Donc intuition comme tu le dis très bien, donc et puis cette côté très instinctif, heu, qui vient de la terre et on a besoin de ces 2 énergies. Ces 2 énergies sont indissociables, ont besoin d'être là, de se mélanger, de s'assembler pour former quelque chose de magnifique mhm. et c'est ce qu'est l'homme, en fait. C'est le rôle de l'homme. Ouais. Je reviens juste sur cette notion de leader de cœur. Oui, il y a cette notion de leader de cœur et en même temps, on peut opposer la notion du cœur à la notion du mental ou de l'ego. Est-ce que tu peux nous partager ta vision voilà, aujourd'hui, on est quand même encore dans un monde euh, où la plupart des personnes fonctionnent, même s'il y a plein de gens qui sont sur ce cheminement d'aller dans quelque chose de beaucoup plus de compassion, de beaucoup plus de respect, de l'envie d'être connecté à cette notion de l'humain. Pour autant, il y a un chemin qui se fait ou qui est à faire entre nos blessures, nos conditionnements, nos limitations, nos peurs, nos croyances, etc., vers quelque chose de plus de cette dimension de cœur. Oui, bien sûr. Alors déjà, notre éducation a toujours fait qu'on nous a appris à raisonner plutôt que de ressentir. On nous a assez vite coupé, en fait, du ressenti pour être dans le raisonnement, le 1 + 1 font 2. Mais sauf que 1 + 1 n'a jamais fait 2 dans la vraie vie. Parce que le un ne fait jamais vraiment un. Il peut faire un petit peu moins de un ou un petit peu plus de un. Et lorsqu'on additionne ces 2 trucs qui font pas tout à fait un, bah, forcément ça fait pas tout à fait 2. Ça peut faire un petit peu moins, un peu plus.
Et ça, sauf qu'on l'oublie. On est dans un modèle déterministe, un plus un fait 2. Sauf que la vraie vie, c'est un modèle plutôt quantique, physique quantique, chaotique, théorie du chaos, probabiliste, on pourrait dire aussi. Et sauf que le seul moyen de s'en sortir à travers cet aspect-là, si on veut pas être justement dans cette dualité de si c'est pas dans le raisonnement, c'est prendre un risque, et ben en fait, on est dans le ressenti. Le ressenti est beaucoup plus fort puisqu'il est connecté à notre corps. Notre corps, c'est la porte de notre âme et notre âme est connectée à beaucoup plus grand au niveau informationnel que notre, simple, capacité de raisonnement qui, lui, est bridé dans tous nos modèles, tout notre modèle, délimité par nos croyances, nos certitudes qui sont en fait la résultante de nos traumatismes, essentiellement. Et donc, c'est en dépassant tous nos traumatismes, tous nos conditionnements, que ce soit familial, sociétal, religieux, etc., que, on est capable d'ouvrir les choses. Le mental est un excellent outil, mais il doit être au service du cœur et non pas être le chef d'orchestre. Oui, donc en fait, l'idée, c'est de changer de chef d'orchestre en soi, en fait. C'est ça. Plus d'être le chef d'orchestre avec une manière de faire qui est conditionnée, mais d'être le chef d'orchestre de ce qui nous fait vibrer, mais à partir d'une chose que tu évoques qui est très juste, c'est la notion de l'âme. Effectivement, le mental a une connaissance qui est relativement limitée et un champ limité qui est lié à l'histoire de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a expérimenté. La dimension de l'âme, elle est beaucoup plus vaste et elle nous dépasse. Donc, quand on est connecté à son âme, le champ des possibles est très différent. Et donc, du coup, est-ce que tu peux développer aussi cet aspect-là ou l'importance de cette reconnexion à ce que tu évoques aussi de la manière quand tu dis quand on est connecté à qui on est, bah, c'est cette dimension-là aussi, c'est la dimension de l'âme. Oui, alors juste avant, je voudrais juste faire un petit complément sur la notion d'ego. Mhm. Mais tout va se rejoindre puisque finalement, Mhm. tout est ensemble. En fait, on a aussi beaucoup misé ou pris conscience de ce qu'est l'ego dans cet aspect individualisme. Et on veut pas trop lâcher cette notion-là parce qu'on a peur de perdre son identité. Oui, parce qu'on Alors, croit c'est que intéressant parce que son identité, déjà, elle est beaucoup plus que simplement Jean-Christophe ou Sébastien, chef de tel service, dirigeant, PDG, CEO de telle entreprise, ou peu importe quel titre on pourrait avoir dans la vie. C'est avant tout, en fait, l'être de qui on est. Et l'ego, si on doit le considérer, c'est ni plus ni moins qu'une facette de quelque chose de plus grand. Je vais prendre un exemple. Euh, on fait partie d'un tout et on est le tout. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien visualiser ça comme un énorme joyau. Et l'individu que l'on est, l'essence que l'on est, c'est une facette de ce joyau. Donc ça veut dire qu'on fait partie d'un tout, mais en ayant une unicité qui correspond à une facette. Cette facette va diffuser la lumière de façon très particulière par rapport à une autre facette, de par son orientation, de par sa taille, de par son positionnement au sein du joyau. Et c'est là où il faut vraiment comprendre en fait cette notion d'ego. L'ego, il est, oui, ok, c'est mon identité, c'est qui je suis, mais en étant beaucoup plus que déjà juste une catégorisation socio-professionnelle ou un nom, peut-être éventuellement une adresse ou de localisation. C'est un être de lumière, une âme qui est là et qui va exprimer son unicité, en fait, à travers cette facette. ouais, l'ego s'identifie souvent à son comportement, à sa personnalité, alors que la personnalité n'est que la partie, petite partie visible, et encore la personnalité, c'est pas qui on est, c'est plus la partie blessée ou nos Oui, voilà, interactions, tout à c'est fait quelque ce que chose de j'allais très dire superficiel. exactement. C'est souvent en fait la somme de nos traumatismes qui Mhm. donne notre personnalité, parce que inconsciemment, on va se préserver justement de revivre les mêmes traumatismes, et donc on va se mettre tout un carcan de protection qui va nous amener à être quelqu'un de différent par rapport à qui l'on est réellement.
Donc l'idée, pour devenir un leader de cœur, c'est de s'affranchir de ça. C'est ça. C'est vraiment d'aller faire voler en éclats tout son carcan traumatique pour faire vraiment émerger la véritable essence de qui l'on est, faire émerger en fait cette facette du tout que l'on est et qui vient amener quelque chose de spécifique à travers cette vie, cette incarnation en tant que Sébastien, en tant que Jean-Christophe ou en tant que n'importe qui. On a une unicité tout en faisant partie du grand tout. Oui, c'est ce que tu évoquais déjà tout à l'heure, c'est chacun a une place spécifique et du coup, ben, comme on a chacun des dons spécifiques, une histoire qui est spécifique, ben, il n'y a pas vraiment de concurrence puisqu'on a quelque part quelque chose de spécifique à apporter et d'unique. Donc l'idée, c'est peut-être effectivement, comme tu le dis, c'est de se reconnecter à ça pour justement rayonner. C'est exactement ça. Et après, en tant que dirigeant, bah, c'est toute la beauté d'aller apporter ça au service de son entreprise et de ses employés, au service de ses fournisseurs, au service de ses clients. Euh, et c'est ça qui est grandiose, c'est-à-dire que en tant qu'être, on est capable d'avoir une influence sur une multitude de personnes et pas que soi. Mhm, Donc, on peut toucher, si on parle d'une PME à 250 personnes, on peut toucher déjà directement en interne 250 personnes. Mais si on considère déjà simplement la famille de chacun, mhm, bah, peut-être qu'on va multiplier par 2, par 4. Donc, on va peut-être être aux alentours de 1000. Et si on considère un cercle un peu plus large de fournisseurs, partenaires, clients, bah, on va toucher des milliers de personnes. En fait, notre simple action en tant que dirigeant peut toucher des milliers de personnes. mhm, Et là, je ne parle que d'une entreprise de 150 personnes. Si on considère une entreprise de 10 personnes, c'est pareil, à une échelle un peu plus réduite, mais on va toucher des milliers de potentiellement des milliers de personnes. mhm. Alors, imaginons sur un groupe de grande importance, bah là, on peut toucher des millions, voire des milliards de personnes. Dans ce qu'on a, dans ce que tu évoques, tu partages à la fois ta vision de ce qu'est un leader de cœur, de la manière dont le dirigeant incarne ce leader de cœur et comment il le met en action. Et quelque part, en partageant ta vision, tu évoques aussi quelque part bah, ce que tu fais et tu peux quand même préciser, toi, quel est ton rôle par rapport à ces dirigeants, pour qu'on comprenne vraiment clairement ce en quoi tu vas pouvoir, ce que tu peux apporter justement à ces dirigeants qui aspirent véritablement à incarner ces leaders de cœur, ces dirigeants ou ces entrepreneurs du nouveau monde. Oui, totalement. Alors, moi, c'est vraiment ma spécificité, c'est vraiment d'aller reconnecter avec cette notion de vision, mais d'aller en fait faire émerger à travers ses rêves d'enfant, à travers ce qui nous anime en dehors même du travail, d'aller amener certaines choses. D'autres personnes seront beaucoup plus compétentes que moi pour amener une vision encore plus large. Mais déjà à ce niveau-là, reconnecter avec aussi ce qui fait sens. Donc pour moi, la vision, donc il y a le but, il y a la direction. Et après, il y a la boussole. Et ça, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant, puisque c'est la reconnexion à soi. C'est à travers prendre l'occasion de, se, de ressentir ce qui se passe en nous. Lorsque l'on prend une décision, notre corps va réagir d'une certaine façon. Nos émotions vont aussi s'exprimer d'une certaine façon. Nos pensées vont aussi s'exprimer de façon spécifique. Et c'est en prenant conscience de ça et en allant vraiment développer cette capacité à observer, ben, on va s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vaste, on va commencer à avoir des signes, des synchronicités, on va avoir des messages. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en ouvrant notre messagerie, voir un mail qui va attirer notre attention sans pour autant que le contenu soit le plus important. Mais ça va nous apporter tout de suite en disant: ah bah oui, mais c'est génial. Ça répond à un certain questionnement que l'on peut avoir. D'un seul coup, on va ouvrir LinkedIn et puis là, on va encore avoir un autre message. Et tout ça, en suivant, va nous donner aussi des directions hyper intéressantes à prendre, parce que tout simplement, on s'ouvre à quelque chose de plus vaste, on s'ouvre au champ informationnel qui nous entoure, Mm, qui lui est beaucoup plus enfin, est omniprésent déjà, mhm, mais lorsqu'on s'ouvre, va aller beaucoup plus loin que le simple mental. mhm. Donc en fait, ce que tu transmets, c'est à la fois le fait d'utiliser beaucoup plus son corps comme outil de ressenti, comme outil de perception,
être à l'écoute aussi de ses émotions. Et quelque part, c'est aussi ce que d'être dans une philosophie de vie où tout est signe, tout est information et tout est opportunité quelque part. Et que quand on pose une intention ou quand on pose une question, ben, on peut avoir la réponse de manière spontanée, par une chanson, par un post sur LinkedIn, par un panneau publicitaire, par une Ouais. phrase Par que un mail qui quelqu'un... tombe dans la boîte de réception. C'est ça que tu transmets en fait. Ouais, complètement, Et complètement. comment justement devenir justement un dirigeant qui est, on pourrait dire inspiré, mais c'est pas forcément le bon terme, mais qui a conscience de ce champ informationnel et que toute information existe à partir du moment où on en prend conscience et que tout est possible enfin, que toutes les réponses existent à partir du moment où on pose l'intention d'avoir une réponse à une question qu'on a ou une problématique qu'on souhaite régler et que le fait de fonctionner de cette manière-là, ben, en fait, on est guidé en permanence, en fait. C'est ça, complètement, complètement. C'est vraiment cette notion d'ouverture au sens large du terme, c'est-à-dire c'est reprendre la pleine dimension de son être, de qui Mhm, l'on est, et le mettre à profit en tant que dirigeant, parce que cette fois-ci, on incarne quand même cette posture-là dans le monde physique, euh, et, euh, et vraiment d'utiliser ça. Mais ça, c'est aussi des outils qui sont à utiliser au quotidien pour sa mhm. vie personnelle. Oui. C'est quelque part redonner un mode d'emploi à l'être que l'on est. Mhm, Et ça, j'associe à ça aussi, ben, il y a besoin aussi d'avoir un accompagnement pour lever un certain nombre de traumatismes qui sont là et mhm, qui nous coincent dans nos carcans du mental, euh, ou des peurs et autres, parce que ça, c'est encore un sujet vaste et intéressant à débattre sur la notion de peur, mais je dirais qu'il y a aussi 5 autres énergies qui sont à considérer, telles que l'attente, telles que l'espoir, telles que le renoncement, le questionnement, et puis j'en oublie une qui est euh, la vente? Non, pas la vente. donc doute, espoir, renoncement, attente et questionnement. Voilà, et le questionnement. En fait, si on considère ces 5 énergies associées à la peur, ben, on a de quoi largement avancer de façon inspirée, Mhm, euh, et de façon aussi soutenue par ce champ informationnel, l'univers, enfin peu importe le mhm, terme qu'on emploie et qui nous est propre à chacun, mhm. mais qui nous amène quelque chose de beaucoup plus grand que l'individu qu'on est. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une sorte on peut parler de spiritualité, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, mais ce que tu vas amener, toi, c'est justement le fait d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi, mais pas juste d'y être connecté et de vivre là-dedans, mais vraiment de l'utiliser au quotidien, dans la matière, dans la capacité à manifester, dans la résolution de problèmes, dans l'utilisation comme boussole pour prendre les bonnes décisions. Et si on reprend l'exemple de ce que tu donnais tout à l'heure, comme dans ton ancien poste de salarié, à partir du moment où on est connecté à quelque chose qui est plus vaste que ce qu'on connaît ou que ce que notre mental connaît, on arrive à prendre des décisions qui, dans un premier temps, n'ont pas de logique, mais qui, en fait, qu'on peut comprendre après toute l'importance d'avoir suivi son intuition, parce que même si au départ, c'était pas forcément la plus logique, la plus rationnelle, qu'elle paraissait risquée, on peut comprendre après pourquoi c'était la bonne décision et que le fait d'utiliser ce type de fonctionnement, en fait, nous amène beaucoup plus loin et à des endroits qu'on n'aurait jamais pu imaginer, en fait. C'est ça, c'est ça. Et il y a une expression qui est assez drôle parce que on l'entend régulièrement, on parle de contre-intuitif, alors qu'en fait c'est contre-raisonnement. C'est pas l'intuition, justement l'intuition nous amène à aller explorer quelque chose que le raisonnement ou le mental nous considérerait comme un risque ou quelque chose complètement farfelu ou complètement disproportionné. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais effectivement, oui, c'est vraiment cet aspect d'avoir quelque part un mode d'emploi de qui l'on est pour aller vivre totalement différemment. Et il y a des choses assez extraordinaires qui se passent, et moi je peux en témoigner pour l'avoir vécu moi-même. C'est le développement de capacités
derrière qui s'ouvrent dans l'extension de nos cinq sens mm, et qui nous permettent en fait d'avoir cette intuition omniprésente, si tant est qu'on y met une intention, qu'on y met un détachement, une ouverture sur ce qui arrive. Et on a énormément de choses d'informations qui nous arrivent, qui nous guident et qui amènent une sérénité. Et ça, c'est important aussi de le souligner, c'est mm. cette sérénité dans la vie. Bah, en tant que chef d'entreprise, être serein, avoir la capacité de prendre les bonnes décisions, avoir de la clarté, avoir une sorte de certitude, même face à l'inconnu, bah, je crois que c'est des, c'est pas des qualités, mais c'est fondamental aujourd'hui et ça fait toute la différence pour pouvoir piloter, diriger, maintenir un cap et un état d'être qui est quand même beaucoup plus facile à vivre que le fait de naviguer à vue sans avoir de vision. Ouais. Donc, Et puis ça permet d'aller même plus loin. C'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir une entreprise qui soit hyper attractive et attrayante pour les personnes qui veulent y travailler. Alors déjà qui y travaillent, mais celles qui veulent aussi rejoindre l'entreprise. Ça permet aussi de voir et de considérer lorsqu'il y a un départ d'une entreprise, de le voir très positivement. Tout simplement parce qu'à un moment donné, les chemins se séparent et c'est d'accueillir ça et d'accompagner la personne à sortir le mieux possible de l'entreprise, hein, encore une fois. Et, euh, et cette notion est hyper intéressante puisque moi, je me suis posé la question encore dernièrement, quel était le sens des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé? Et j'ai été incapable de répondre. Ce qui m'a animé, c'est vraiment le sens que moi j'y trouvais dans ce que je faisais, mais pas le sens de l'entreprise. Dès lors que tu es capable de donner le sens et la vision de l'entreprise, derrière, tu emmènes avec toi toute ton équipe. bien sûr. Pour ceux dont c'est le chemin de le faire. Mhm. Donc toi, c'est ce que tu amènes, c'est l'état d'être, c'est l'état émotionnel dans lequel tu permets au chef d'entreprise d'être. Au-delà Voilà. Et de de... matérialiser les choses. Et ça, c'est important, c'est-à-dire il y a vraiment cet outil, Mhm. entre guillemets, hein, même si je sais pas où ce process, cette façon de faire qui permet de le matérialiser. Ok. Tu as un rôle aussi spécifique de mettre ça en musique, tu disais, mais entre le chef d'entreprise et les équipes et de descendre ça dans l'entreprise, à tous les échelons de l'entreprise. Oui, oui, effectivement, bah déjà, d'une part, je connais quand même l'entreprise pour y avoir travaillé, le monde de l'entreprise, pour y avoir travaillé presque 20 ans. Mhm. Donc, je connais effectivement un peu les rouages des entreprises. Et c'est l'idée derrière, effectivement, une fois que le dirigeant exprime vraiment l'être qu'il est, c'est de le diffuser au sein de son entreprise pour permettre que chacun le vive et que derrière se sente appelé à donner le meilleur de lui-même. Alors en toute bienveillance, encore une fois, parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller dans du surmenage jusqu'au burn-out, mais dans un aspect de je veux en donner tellement, parce que je me sens tellement bien que je m'en oublie moi-même. Et effectivement, c'est là où c'est important après de pouvoir amener aussi ce qui est nécessaire au sein des différentes équipes Mhm. pour permettre que cette vision, cet aspect très inspiré finalement, puisse aussi derrière diffuser au sein de l'entreprise en interne, avant tout, mais Mhm. également aussi en externe auprès des fournisseurs, la relation en fait, toutes les relations changent hein, à travers ça. Je sens qu'on arrive plus ou moins à la fin de l'interview, avec déjà tout ce que tu nous as partagé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager, une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé, que t'aurais aimé que je te pose et à laquelle tu aurais aimé répondre? Ouais, tu aurais pu me demander, est-ce qu'il y a une typologie de personnes en termes de personnalité, par exemple, Mhm. que j'accompagne plus que d'autres, par exemple, ou qui Bah, m'attirent plus que d'autres? dis-moi alors, si tu peux me dire quel est le type. Alors, oui, alors moi, j'aime l'humain déjà au sens large du terme.
Mais effectivement, enfin, après, c'est la résonance avec mon propre parcours. Donc, les personnes qui sont très impliquées dans ce qu'ils font, mais je dirais même techniquement parlant, ou qui ont des niveaux assez élevés de façon universitaire, un diplôme universitaire. Donc, il y a une capacité de raisonnement extrêmement développée, extrêmement forte, et je ne veux pas dire qu'ils en ont oublié cette notion d'humanité qui est en elle, mais tout au moins à qui on n'a pas appris à la considérer. Parce que je pense qu'elle est en chacun, en chacune, euh, mais on nous a jamais appris à l'utiliser, on n'a jamais appris à écouter cette petite voix en nous, on n'a jamais appris à écouter le petit Jiminy Cricket sur notre épaule. Mhm. Mais sauf qu'on l'a tous, ça, on l'a tous. Et, euh, et oui, effectivement, c'est d'autant plus simple pour moi avec des personnes qui ont des bagages techniques euh, Parce que vous parlez le même langage, il parce y a qu'on parle le même langage. ouais. Exactement. Et en même temps, c'est ce que tu leur ramènes à redécouvrir, c'est cette dimension de l'humain qui est en eux. Et, euh, et justement, pour pouvoir justement ramener cette part d'humanité de laquelle ils se sont déconnectés du fait d'être souvent dans le mental, dans le raisonnement, et reconnecter et le mental et cette dimension de Oui, l'humain. et puis je pense que il y a aussi de par notamment au niveau de l'enfance, il y a eu à un moment donné une certaine sécurité à aller se confronter plutôt à cet aspect de raisonnement, que 1 plus 1 font 2, que d'aller plus vivre ce qu'ils ont vécu à l'intérieur, enfin ce qu'ils vivent à l'intérieur de chacun. Ouais. Je pense que voilà, après il y a des causes, enfin, il y a des raisons pour ça. Bien sûr, c'est le chemin de chacun, de ses blessures, de ses expériences. C'est On ça. a tendance à se couper de ses émotions et de s'en protéger un petit peu. Voilà, c'est beaucoup plus rassurant de savoir que 1 plus 1 font 2, Mm. que de se dire que le un fait pas vraiment un, que le deuxième un non plus, et puis que le 2 fait pas vraiment tout à fait 2 non plus. C'est un peu perturbant. Ça peut être un peu perturbant et Ouais. déstabilisant, effectivement. Euh, Bah merci déjà Jean-Christophe pour tout ce partage, ton vécu, ton histoire, ce que tu apportes aussi comme vision très positive, ce que tu apportes aussi à toutes les personnes que tu accompagnes, les transformations que tu les transformations que tu leur fais vivre, pardon. Euh, alors, où est-ce qu'on peut, comment on fait pour travailler avec toi? Comment on peut te retrouver? Et si tu peux nous partager ça aussi, à moi, on se... Oui, oui, alors déjà, un grand merci pour ce moment d'échange, hein, pour m'avoir invité aussi à participer et à pouvoir partager cette vision que moi j'ai de l'entrepreneuriat, du dirigeant et de l'entreprise. Après, comment me joindre? À travers LinkedIn, déjà, Ouais. j'ai un profil LinkedIn, donc ça c'est peut-être le moyen le plus simple, hein. En Ouais. tapant Jean-Christophe Mini, je pense qu'on doit le trouver assez facilement. Et puis on mettra de Euh, toute façon les coordonnées. voilà, puis après, il peut y avoir, je te communiquerai mon email, mon numéro de téléphone pour pouvoir Ouais. le donner. Ouais. Et puis le meilleur moyen, après, c'est de se prendre un moment en face à face, en visio, pour échanger Pour faire et connaissance. définir comment moi je peux intervenir et accompagner la problématique qui est sous-jacente. Euh, et puis en fonction forcément de l'envie de chacun à vouloir déployer cette vision très humaine de l'entreprise et de miser justement beaucoup plus sur l'humain à l'heure où on mise beaucoup sur l'intelligence artificielle et toutes ces possibilités qui sont à mon sens extrêmement intéressantes, mais qui n'ont pas cette capacité que nous on a en tant qu'humains d'aller beaucoup plus loin dans ce ressenti, cette intuition, puisqu'on va rester dans une analyse plutôt, je ne vais pas dire mathématique des choses, mais et donc c'est ce qui fait la force d'une intelligence artificielle, c'est avant tout sa capacité de gérer une montagne de données phénoménale et d'en sortir un résultat Ouais. et des pistes de réflexion par rapport à ça. Mais c'est dénué de ce côté intuitif que nous on a en tant qu'humains. Très juste. Euh,
Est-ce que tu peux laisser tu as envie de laisser un- un dernier message euh, justement à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ou écouter ce podcast? Euh, voilà, aux entrepreneurs du nouveau monde, aux personnes qui ont envie d'être entrepreneurs soit dans leur activité, soit entrepreneurs tout simplement de leur vie. Est-ce que tu as un dernier message à leur transmettre? Alors, je dirais, allez chercher en vous quels sont les rêves que vous avez, quels sont les rêves que vous avez eus en tant qu'enfant et que vous avez toujours voulu concrétiser et que peut-être à un moment donné, vous avez mis de côté pour diverses raisons. Et aller chercher l'enfant qui est en vous et Mm. laissez-le s'exprimer à travers le jeu. Ouais, c'est très beau. J-E et J-E-U, voire avec un X. C'est ça, c'est se rappeler que la vie est un jeu et que parfois on a besoin de se prendre un peu moins au sérieux et voilà, que on a beaucoup surtout à expérimenter en fait. Voilà. Et puis surtout bien garder en tête qu'on est co-créateur Mm. de nos vies. Euh, et donc, prendre un rôle de victime, il y a une très bonne raison derrière, bien évidemment. Mais c'est pas la solution en tant que telle. C'est pas... on est là pour co-créer nos vies. Mm. On n'est pas là pour subir nos vies. Bon, ça sera un très beau mot de la fin. Merci Jean-Christophe pour tout Merci ce que tu as Sébastien. partagé, merci pour ta vision et puis merci pour tout ce que tu transmets. Et bien évidemment, toutes les questions que vous pourriez avoir, sentez-vous libre de les poser. Et Ouais, on y répondra avec Sébastien avec grand plaisir. exact. Merci Jean-Christophe. Merci.